Vous êtes sur Savane TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Savane Eco, votre magazine économique. Depuis plusieurs décennies, les pays de l'Afrique de l'Ouest envisagent de créer une monnaie unique. Mais son lancement a essuyé plusieurs reports. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons parler des enjeux de la création d'une nouvelle monnaie en Afrique de l'Ouest. Il s'agit des professeurs Mahamadou Diarra, président du Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique, et Amidou Sawadogo, enseignant-chercheur à l'IBAM. Chers messieurs, bienvenue sur le plateau de Savane Eco. Sans plus tarder, je vous propose de suivre cet élément réalisé par l'équipe de Savane Eco sur les relations de confiance entre les pays de l'UEMOA et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest dans la marche vers l'éco. Dans le processus de création d'une nouvelle monnaie commune entre plusieurs États, la confiance est de rigueur. Quels sont les éléments de cette confiance? C'est ce que nous avons cherché à comprendre auprès du professeur Ousseini Ili, enseignant de droit international à l'université Thomas Sankara. La confiance est un élément important dans la gestion d'une monnaie commune, une monnaie unique. Parce que quand vous partagez une monnaie commune, il y a un certain nombre d'éléments qui sont également communs. Il y a également des informations qui sont utiles pour la gestion de cette monnaie. Si je prends les éléments qui vont être communs, par exemple, ce qu'on appelle les devises, les réserves vont être centralisées. Donc, cela suppose qu'il y ait une certaine transparence dans l'acquisition de ces réserves, puisque les réserves sont perçues, sont collectées à travers les exportations des différents États, ce qui fait qu'il faut qu'il y ait la transparence pour que la centralisation soit bien faite. Et quand on prend au niveau des informations, notamment des informations économiques, vous savez qu'il y a des critères qui doivent être respectés, qui doivent être permanemment respectés, ce qu'on appelle les critères de convergence. Et ces critères de convergence sont élaborés au niveau de chaque État à partir des informations qui sont produites par les différents services statistiques de ces États, comme les taux d'inflation, les déficits budgétaires. Quand les éléments de cette confiance font défaut, la crise est vite arrivée, comme en Europe avec la Grèce en 2008. Ces éléments-là doivent être donnés avec transparence et s'il n'y a pas de confiance, des États peuvent maquiller ces données-là et ça peut entraîner des problèmes dans la gestion de la monnaie. On l'a vu, l'exemple en Europe, avec ce qui s'est passé avec la Grèce, qui avait essayé de maquiller ses comptes, présenter des comptes en réalité qui étaient faux, et que finalement, avec la crise de 2008, l'État grec a dû avoir des problèmes. Et heureusement que c'était un petit pays. Si c'était un grand pays comme la France ou l'Allemagne qui avait fait ça, ça pourrait avoir des conséquences assez graves sur la monnaie. En Afrique de l'Ouest, où les États sont réunis dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'avènement d'une monnaie commune est un vieux rêve. Pourquoi le processus traîne, au point que les chefs d'État remettent l'avènement de la nouvelle monnaie ECO en 2027? 2027, personne n'a une boule de cristal pour dire que ça aura lieu ou pas, mais il est clair que si il n'y a pas des changements dans l'attitude de certains acteurs, notamment l'acteur majeur qu'est le Nigeria, c'est pas évident qu'en 2027 on ne connaisse pas encore un autre report. Surtout que, si vous vous rappelez bien, en 2019 il y a eu cette crise, c'était vraiment une crise, il faut le dire ainsi, lorsque les États de l'UEMOA ont décidé de commun accord avec la France de renommer le franc CFA ECO comme étant une étape de la réalisation de l'éco-CEDEAO. On a vu qu'à l'époque, les pays anglophones ont protesté pour dire que ce n'était pas l'agenda qui a été tracé. L'agenda tracé, c'est qu'il y a une feuille de route au niveau de la CEDEAO qui doit conduire à cette monnaie. Si dans l'Union européenne, l'Allemagne et la France ont constitué la locomotive qui a amené les autres, la locomotive de la CEDEAO qu'est le Nigeria se veut prudente. Moi personnellement je suis sceptique, mais qui sait, ça peut arriver, surtout si le Nigeria se réveille. Et il semblerait, en tout cas pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont travaillé avec beaucoup ce pays, ils peuvent traîner,
Mais le jour où ils vont se décider, les choses peuvent aller très vite. Donc, on espère que ça sera ainsi. En 2027, les chefs d'État qui ont pris la décision de reporter à 2027 l'aboutissement de l'éco auront déjà passé la main à leurs successeurs. Nous voici de retour sur le plateau de Savaneco. Je me tourne vers vous, professeur Diarra. Nous entendons souvent parler de la monnaie. La monnaie. Mais qu'est-ce que la monnaie? Merci, madame. Disons qu'il est difficile de donner une définition très simple de la monnaie. On définit généralement la monnaie à travers ces trois fonctions. Et la première fonction, c'est de servir d'unité de compte, c'est de permettre aux gens de compter, d'évaluer. La deuxième fonction, c'est de permettre donc de faire des échanges entre les gens. Et enfin, la troisième fonction, c'est de permettre donc de conserver votre capacité d'achat et de faire les achats dans le futur. Donc voilà les trois fonctions d'une monnaie. Professeur Sawadogo, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou bien vous voulez intervenir par rapport à la définition de la monnaie? Bon, juste pour dire que le professeur Diarra a bien défini. C'est ce que nous enseignons dans les classes. La monnaie n'a que trois fonctions et toute chose qui remplit les trois fonctions définies par le professeur s'appelle la monnaie. Donc en termes de définition, tout le monde le connaît, la monnaie, à travers ses fonctions. Unité de compte, les zéros de valeur et intermédiaire d'échange. Là, vous êtes parti pour... vous avez expliqué en termes beaucoup plus, comment dire... technique. Donc, bon, je pense que le professeur Diarra a bien défini la monnaie. D'abord, il a bien su dire que la fonction d'unité de compte, la monnaie, c'est de donner de la valeur à tous les biens et à tous les services de l'économie. Par exemple, quand on prend une mangue, on donne sa valeur en monnaie. Quand on prend, par exemple, un cahier, on donne sa valeur en monnaie. Et maintenant, si nous voulons la valeur des cahiers en mangue, il suffit de faire le rapport et on trouve maintenant une mangue fait combien de cahiers. Ça, c'est la fonction d'unité de compte. Intermédiaire d'échange, c'est que si moi, je produis, par exemple, des mangues et vous produisez du déguet, par exemple, si nous devons échanger, le troc ne fonctionne plus de nos jours. Donc, si on doit échanger des mangues contre, par exemple, du déguet, ça va poser problème. Et la monnaie se met au milieu pour nous permettre chacun d'avoir... voilà, comme je sais que vous convoitez la monnaie et que vous savez que je convoite la monnaie, vous accepterez la monnaie, moi aussi j'accepterai la monnaie. Et la monnaie, c'est d'intermédiaire des échanges. La troisième fonction, qui est la fonction de réserve de valeur, que le professeur a bien expliqué, c'est que, par exemple, si moi je produis rien que des mangues dans ma vie, mais les mangues ont une période, par exemple, de production, et il y a une bonne partie de l'année où il n'y a pas de mangue. Je dois pouvoir aussi consommer des biens et des services pendant la période où il n'y a pas de production de mangue et attendre encore une nouvelle saison de production de mangue. Mais les mangues que j'ai produites, je peux vendre leur valeur, vendre les mangues, conserver la valeur de ces mangues-là et répartir ma consommation dans le temps jusqu'à la saison encore de production des mangues. Tout en sachant que même pendant la période de production des mangues, je ne consommerai pas que des mangues. Je consommerai des mangues, mais aussi d'autres biens. Grâce à la monnaie. Voilà, grâce à la monnaie. Mais quelle forme la monnaie peut-elle prendre? Bien, la monnaie peut prendre plusieurs formes. Hein. Je pense qu'elle a suivi plusieurs formes jusqu'à présent. Et ça, c'est une longue histoire. On parle dans les classes de dématérialisation de la monnaie. Je voulais dire que tout ce qui est lié à la monnaie est suffisamment technique. Parce que quand vous prenez la monnaie, la forme initiale de la monnaie, c'était les monnaies marchandises. Des monnaies marchandises, on est passé aux métaux précieux. Ça veut dire cuivre, zinc, argent, uranium, de sorte à ce que l'argent même en a été utilisé suffisamment au point où il a prêté son nom à la monnaie. Actuellement, si on veut discuter... C'est le métal argent qui a donné le nom à la monnaie. C'est ça. Mais le terme exact, voilà, le terme exact, c'est la monnaie. Mais actuellement, quand vous voulez parler à quelqu'un, vous lui posez la question, vous avez de l'argent, est-ce qu'il a de l'argent? Et quand on dit que quelqu'un a de l'argent, ça s'entend qu'il est riche. Mais en réalité, c'est la monnaie qui devait être un lieu de place de argent. Donc, on est passé de la monnaie marchandise aux métaux précieux, des métaux précieux. On est passé à une monnaie qu'on appelle monnaie fiduciaire, la monnaie de confiance dont vous parlez tantôt. Et cette monnaie de confiance, actuellement, nous sommes avec la monnaie électronique. Donc, la monnaie a subi plusieurs mutations. Et à travers ces mutations, on parle de dématérialisation de la monnaie. Et le support était matériel et maintenant le support est devenu électronique. La monnaie n'est qu'une information actuellement. Professeur Diarra.
Que pouvez-vous dire sur les différentes formes de la monnaie? Je pense qu'il a été très pédagogique. C'est cela. C'est-à-dire la monnaie dans l'histoire, il a parlé du troc. Oui. Le troc, vous voyez que c'est échange contre bien contre Je bien. vais vous interrompre un instant, mais est-ce que vous pensez que le troc a réellement disparu de nos jours? Le troc existe dans certaines contrées. Ça existe dans certaines contrées, notamment dans les sociétés primitives. Ça existe toujours, donc ça n'a pas carrément disparu. Et comme il l'a dit, c'est l'évolution de la civilisation, donc de la race humaine, qui amène donc à voir l'évolution également donc, des formes donc, de la monnaie. Aujourd'hui, vous savez que vous n'avez plus besoin, par exemple, d'avoir des billets de banque dans votre... Vous pouvez faire des simples transferts et vous avez votre bien. Ça, c'est l'immatériel. Or, avant, ils ne pouvaient pas faire ça. Même autant des métaux précieux, l'or. Si vous faites de petits achats, ça, on peut estimer que la quantité n'est pas encombrante. Mais imaginez, vous devez faire des achats donc, des biens venant d'ailleurs à des milliards et des milliards donc, de francs CFA. Et que si c'est de l'or, vous comprenez pourquoi souvent dans les films western, j'ouvre la parenthèse, on voyait notamment donc, les cargaisons d'or qui sont braquées donc, par des... Voilà, c'était... Voilà. Puisque quand vous me donnez donc vos marchandises, il faut que je paye en or. Et quand je paye en or, il faut qu'on transfère l'or de chez moi vers vous, chez vous. Et quand les bandits sont au courant, donc, ils vont braquer. Donc vous comprenez, mais avec le temps, tout ça là c'était, je vais dire peut-être même avant le Moyen-Âge. Donc vous comprenez que bon, la dématérialisation, c'est vraiment l'élément central donc, de la monnaie. Et ça qui fait sa spécificité. Et quel est son processus de création? Par exemple, on peut mettre en place un système monétaire, mais quel est le processus que cela suit? Alors, le processus de création monétaire, le processus en lui-même est assez complexe. Il a dit tout à l'heure, c'est des questions techniques. Oui. Mais pour parler de façon simple, c'est de dire qu'il doit avoir quelqu'un qui soit habilité à créer donc cette monnaie. Donc ce n'est pas n'importe qui peut créer donc la monnaie. Et il y a un élément très important qui est passé dans le reportage, c'est l'élément confiance. L'élément confiance est au cœur donc du processus donc monétaire. C'est parce que vous et moi, nous avons confiance au billet de banque que je peux être prêt à prendre ce billet de banque-là et puis vous donner, par exemple, mes chaussures. Mais si vous ne faites pas confiance donc, à ce billet de banque-là, vous n'allez pas prendre un papier, simple papier par rapport aux chaussures qu'on peut porter. Donc vous comprenez, il a été clair là-dessus, la monnaie est avant tout un élément de confiance. Et pour que cette confiance reste intacte au sein d'une société, je rappelle que la monnaie est un fait social d'abord. Donc comme c'est la confiance, c'est entre membres d'une société. Oui. Et il faut que cette confiance, pour que cette confiance soit de mise, il faut que l'autorité qui crée cette monnaie-là, et maîtrise. L'autorité et maîtrise, soit vraiment une structure de confiance. Et c'est pourquoi, pour vraiment que la monnaie puisse préserver sa valeur et faire préserver la confiance que les gens ont en elle, il faut naturellement faire en sorte que sa valeur soit préservée dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai 1000 francs aujourd'hui, ça peut me permettre d'acheter 1 kilo de riz. Mais si demain, les mêmes 1000 francs ne peuvent même pas permettre d'acheter un demi-kilo de riz, il y a problème. C'est-à-dire la monnaie est en train de perdre la valeur. Donc, l'élément essentiel pour qu'on ait confiance à la monnaie même, c'est de préserver sa valeur dans le temps. Et c'est l'institut qui émet la monnaie là, qui doit préserver la valeur. Comment? Naturellement, en luttant contre l'érosion donc de la valeur de l'argent et ce qu'on appelle l'inflation. C'est l'augmentation donc des prix qui érode la valeur donc de vos encaisses monétaires. Donc la banque centrale qui émet de la monnaie, elle doit être également la garante donc de la valeur donc de cette monnaie-là. Et c'est ça qui fait que la monnaie, en tant que moyen de paiement, en tant qu'intermédiaire des échanges, et en tant que réserve de valeur, la monnaie peut préserver en tout cas ces 3 fonctions. C'est ça. Maintenant, il y a d'autres formes de monnaie. Quand nous enseignons, il le dit tout à l'heure, nous allons dire, bon, il y a la monnaie banque centrale, les billets que vous et moi nous avons, nous détenons, mais il y a également la monnaie des banques commerciales. Si vous demandez un crédit à votre banque, la banque vous octroie le crédit et crédite, on dit,
C'est un jeu d'écriture. Mais cela ne veut pas dire que la banque va aller prendre les billets des banques, venir mettre dans votre compte. Donc, les jeux d'écriture que la banque vient de faire là, on parle de création monétaire. Mais ça, c'est au niveau donc, des banques de second rang. Lui, il est encore son domaine, il pourra peut-être bien revenir sur ça. Les pays de l'Afrique de l'Ouest envisagent de créer une nouvelle monnaie. À quel niveau ça se situe concrètement? Bien, je pense que le professeur l'a déjà dit. Au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest, bon, si nous parlons de l'éco, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Bon, voilà, si c'est comme ça, on n'a qu'à l'appeler. Et puis pour l'instant, c'est éco, mais on ne sait pas quel nom prendra. Peut-être que le nom va changer aussi. Bon, peut-être. Mais pour le moment, on l'appelle éco. Voilà. Dans le processus de création ou d'adoption de l'éco, les acteurs, il y a eu des techniciens qui ont déjà fait des études, qui ont présenté leurs études à la commission de la CEDEAO, et ensuite il y a la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO aussi, avec les chefs d'État qui ont regardé aussi la production des études techniques que les gens ont fait, et les pays membres de l'espace BCEAO, ce qu'on appelle UEMOA, voilà, ils ont voulu déjà aller plus vite que les autres en adoptant déjà l'éco. Ça n'a pas marché parce que c'est une décision politique, comme j'aime le dire. Parce que les économistes, quand vous prenez les techniciens, ils vont dire qu'il y a des critères de convergence, qu'il faut qu'un État, l'ensemble des États réunissent. Il y a un minimum. Voilà, et les critères de convergence sont connus. Voilà. Mais le plus important, c'est la décision politique. Et cette décision politique, je pense que c'est au niveau des chefs d'État qu'ils ne se sont pas encore accordés. Maintenant, est-ce que c'est les intérêts de X ou de Y qui n'ont pas été préservés? Ça, c'est d'autres questions que nous pouvons discuter. Mais si nous n'avons pas l'écho dans nos échanges actuellement, je pense que c'est une question politique et les politiciens n'ont pas réussi à régler encore cette question. Parce que on va dire que il faut réunir les critères de convergence. Mais on a vu, même quand les États se mettaient ensemble pour le franc CFA, les États n'étaient pas au même niveau. Si vous vous rappelez l'histoire du franc CFA, c'est une décision politique à l'époque avec la France où on a décidé nos colonies vont désormais échanger avec le franc CFA. Au niveau de l'avènement de l'euro en 1999, tous les États n'avaient pas réuni les critères de convergence. Et dans l'élément, vous avez vu qu'il y a des pays qui ont présenté des faux comptes. Des faux comptes, comme la Grèce, oui, comme l'a souligné. Voilà, mais ils sont allés sur un consensus, nous créons de la monnaie au vu des avantages que cette monnaie va nous procurer. Sans oublier que même si une nouvelle monnaie a des avantages, il y a des coûts aussi que vous allez supporter. Mais je dis bien ici, c'est beaucoup plus les aspects politiques qui ne sont pas respectés. Et si je devrais donner mon point de vue, nous aurons une monnaie forte lorsque tous les acteurs voudront que nous créons l'éco ensemble. Et l'éco ensemble vaut mieux que l'éco de quelques pays. C'est mon point de vue. Professeur Diarra, mais qu'est-ce qui a motivé les pays de l'Afrique de l'Ouest de vouloir une monnaie unique commune? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de nuancer un peu ce que mon collègue a dit. C'est vrai que la décision politique compte. Je voulais rappeler que la construction donc, de la monnaie unique zone euro, l'euro, ça remonte au lendemain donc, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et nous l'enseignons, c'est-à-dire c'est du point de vue théorique, c'est qu'il y a des étapes à suivre pour pouvoir créer une monnaie qui fait en sorte que les avantages de cette monnaie-là surplombent les coûts. C'est vrai. Donc, ce qui veut dire que si vous n'avez pas un marché commun, voilà, ça veut dire un marché commun, ça veut dire vous pouvez aller vous installer au Sénégal, ou si vous voulez transporter donc des marchandises de Ouagadougou à Dakar, si ça, ce n'est pas assuré, c'est difficile donc d'avoir une monnaie viable. Donc, c'est pourquoi les étapes importantes, on n'a pas dit qu'il faut respecter tout, mais les étapes fondamentales là, il faut les respecter. Si vous n'avez pas de marché commun, si vous n'avez pas donc d'union douanière, de zones commerciales, il est très difficile, quelle que soit votre volonté politique,
il est très difficile de mettre en place une monnaie qui sera viable. Parce que l'enjeu ici, ce n'est pas de créer, mais c'est de faire en sorte que ça soit viable et à long terme. Et cette viabilité veut dire il faut chaque fois que les gains que vous tirez de la monnaie commune là soient supérieurs donc au coût. Oui, mais lorsque vous dites qu'il faut un certain nombre, il faut des étapes et tout, vous voulez dire qu'il n'y a pas un marché commun, il n'y a pas, comment dire, la suppression de barrières et tout? Alors, pour le cas de la CEDEAO, je rappelle que c'est depuis 1985 que la conférence des chefs d'État et de gouvernement s'est engagée, la conférence s'est engagée donc sur une voie qui consistait donc à créer donc une monnaie CEDEAO. Et en 87, effectivement, ils ont mis en place ce qu'on appelle le programme monétaire commun. Et dans ce programme-là, les critères de convergence dont nous parlons là remontent depuis ce moment. Donc ces critères de convergence avaient été mis en exergue. Et après, on s'est rendu compte que ça n'a pas suivi parce que personne ne respectait. Donc on est revenu à un moment donné en 89, dit bon, on va faire 2 étapes. Comme la zone est composée donc de 2 entités, vous avez l'UMOA, qui est constitué donc de 8 pays ayant en commun le franc CFA, et vous avez les 7 autres pays qui chacun a sa monnaie. On a dit bon, on va créer une zone monétaire à côté de l'UMOA, et cette zone monétaire en 2004 là, devait créer une unité de compte pour les 7 pays, et maintenant en 2005 on devait fusionner 2 monnaies. Il est plus facile de faire la monnaie commune avec 2 monnaies que de vouloir donc fusionner. Donc, 8 monnaies. Voilà. Donc c'est ça qui a présidé donc à cette étape-là. Et on s'est rendu compte qu'en 2003-2004, la zone monétaire qu'on avait mise en place n'a pas convergé, les critères n'étaient pas remplis. Donc finalement, en 2013, je pense, si ma mémoire est bonne, ils sont revenus sur la stratégie à étape unique. C'est-à-dire on converge nous tous. Et puis bon. Maintenant, ce qu'il a dit, c'est de savoir, est-ce qu'on va attendre que tout le monde respecte quand même un minimum, pas tout, parce que vous n'oubliez pas qu'il y a les critères de premier rang et les critères de second rang. Est-ce qu'il est admis qu'un pays ayant des déficits budgétaires de 20%, ayant un endettement de 200% de son PIB, est-ce que vous êtes prêt à accueillir ce pays-là dans une union monétaire? Donc, c'est pourquoi il faut comme on dit, on calme le débat. La stratégie qui est préconisée et qui est la bonne, je pense, c'est de dire qu'on va faire comme la zone euro. Imaginez qu'au départ, la zone euro, c'est 8 pays et 11 pays membres. Et les autres, là, se sont joints au fur et à mesure. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils sont à 19. Ce n'est pas parti comme ça. Donc, il faut que nous ayons ça en tête pour dire que les pays qui auront respecté les critères de premier rang puissent aller vers la monnaie unique. En plus de la volonté politique. Naturellement, en plus de la volonté politique. Le politique doit décider au regard donc, des conditions pratiques et techniques. Sinon, le politique qui décide sans ces éléments-là, ça peut être suicidaire. Donc, il faut qu'on ait cette stratégie-là, dire qu'il est très difficile, par exemple, pour des pays en guerre ou des pays qui n'ont pas une gestion classique orthodoxe donc de la monnaie, il est difficile de dire on va les attendre pour pouvoir aller. Donc, je pense que quand on aura le noyau dur, maintenant, l'enjeu, c'est quoi? Qu'est-ce que le noyau dur? Est-ce que c'est le poids des économies ou est-ce que c'est le nombre? C'est ça. Pour moi, c'est le nombre. C'est-à-dire, c'est le nombre. On va voir si on a, par exemple, en 2027, la date butoir, les 8 pays donc, de l'UEMOA sont dans les conditions. Le Ghana, qui est très proche donc, de nos conditions, si d'aventure la Gambie est très proche de nos conditions, déjà, avoir donc une monnaie éco, qui a 8 pays de l'UEMOA, plus 2 ou 3 pays donc hors UEMOA, ça crée déjà une certaine crédibilité. Et c'est ça qui amène d'autres à revenir. Vous imaginez, si au départ les 11 pays européens avaient échoué à mettre l'euro là, est-ce que les gens allaient venir? Aujourd'hui, Géorgie, qui est vers l'Union soviétique, la Russie. La Géorgie cherche à venir, l'Ukraine cherche à venir. C'est parce que ça marche. Parce qu'il y a la confiance. Il y a la confiance. Parce qu'il faut que les gens essaient quelque part et qu'on puisse voir que ça peut marcher.
Et donc les gens peuvent venir. Mais qu'est-ce qui a motivé les pays de l'Afrique de l'Ouest à vouloir une monnaie unique? Comme nous l'avons dit, une monnaie, lorsqu'elle est partagée donc par plusieurs pays, elle a beaucoup plus de la valeur. L'autre élément, c'est des éléments, disons, relatifs donc aux échanges commerciaux. Vous voyez, si vous voulez acheter des biens, par exemple, du Ghana qui a sa monnaie qui est le CEDI, et vous avez le franc CFA, vous voyez, les échanges de monnaie, ce qu'on appelle le change. Il y a le risque de change. Voilà, il y a donc ces problèmes-là qui font que les échanges peuvent être freinés. Dès lors que vous avez la même unité de compte, il est évident que cela facilite les échanges commerciaux. Et c'est pourquoi un petit pays a intérêt donc à y aller. Mais comme il l'a dit, il y a également des coûts. Donc c'est en se mettant ensemble et en ayant une même unité de compte, c'est ça qui va vous permettre non seulement donc de profiter des effets qu'on appellera les effets microéconomiques, mais également donc d'avoir une marge de manœuvre en matière donc de gestion donc des finances, de vos finances au niveau international. C'est très important. Et le Burkina, comment est-ce qu'il se prépare dans cette marche vers l'éco? Je voudrais dire que le Burkina est un pays tout comme les autres pays de l'espace UEMOA. Et je pense que pour le moment, les pays de l'espace UEMOA vont en un seul pas et ils prennent des décisions de façon commune. Et pour pouvoir soit faire l'écho de l'espace UEMOA ou bien l'écho avec CEDEAO. Mais je pense que le Burkina marche sur la même pas que les autres pays de l'espace UEMOA. Ça, c'est la position du Burkina jusqu'à présent. S'il y a une autre position, après on le saura. Mais jusqu'à présent, c'est la position du Burkina. Maintenant, peut-être que là où je ne suis pas d'accord aussi avec, pas totalement d'accord, puisque c'est on peut toujours discuter là-dessus. La science aussi, c'est comme les juristes. Il y a des questions où les économistes ne s'accordent pas aussi. Oui. Et il y a des questions aussi où les juristes ne s'accordent pas. Je pense que c'est dans cette discussion. C'est ça qui fait que c'est science. Voilà, c'est ça la science. Voilà. Donc, je voulais revenir aussi pour rappeler que l'avènement de l'euro, l'euro, ça marche pas parce que c'est le nombre qui réunit les gens, mais c'est aussi le poids économique. Et je pense que le professeur l'a bien défini. Il a défini les deux critères, que c'est le nombre ou le poids. Le poids, oui. Voilà. Seulement lui, il est pour le nombre. Le nombre. Voilà. Oui. Et moi, ma position, je ne suis pas forcément pour le nombre, mais je suis pour le poids. Parce que le poids, c'est essentiel. L'espace UEMOA, pris dans toute sa globalité, nous ne pesons pas devant le Nigeria. Le Nigeria, oui. Et moi, je vois mal que le Nigeria, qui est la plus grande puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique même. Voilà, si on peut dire comme ça. Bon, puisque en termes d'Afrique de l'Ouest aussi, il faut nuancer, parce que le Nigeria a le PIB, en termes de PIB, voilà, c'est le plus grand PIB actuellement en termes nominal, mais en termes de PIB réel par tête. Voilà, c'est toujours le Nigeria, l'Afrique du Sud. Voilà, donc du coup, quand on dit le Nigeria est le plus grand pays, il faut aussi nuancer à ce niveau. Voilà, donc du coup, quand je prends par exemple le Nigeria, qui est le géant de l'Afrique de l'Ouest, et les pays de l'espace UEMOA se mettent ensemble et ils pensent que c'est le Nigeria qui va suivre. De toute façon, pour que ça marche, je ne pense pas qu'il faut voir en termes de rapport de force comme si c'était la lutte. Mais il faut quand même un minimum. Et c'est là, généralement, où il y a le poids. Que les petits pays viennent fédérer pour bénéficier des avantages liés naturellement à cette monnaie. Mais je pense que ça marchera plus. Si nous avons déjà l'UEMOA et le Nigeria, les autres là, ça viendra plus rapidement que l'UEMOA avec deux petits pays. Le Nigeria pourrait encore traîner les pas. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, moi, je pense qu'au niveau de l'Union européenne, ça a marché parce qu'il y avait l'Allemagne et la France. Oui. Et c'est quand même des poids lourds au niveau de l'Union européenne. Mais même si l'Angleterre... N'oubliez pas que la Grande-Bretagne était un poids lourd en son temps, mais la Grande-Bretagne n'a pas participé. Mais ça n'a pas empêché que ça ne marche pas. Et la Grande-Bretagne aussi, jusqu'à présent, il ne participe pas parce que là aussi, il y a une histoire derrière. Pour la Grande-Bretagne,
ils dépensent, ils utilisent le livre sterling dans leurs dépenses. Mais ils ont estimé qu'au niveau de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, la seule chose qui leur est restée fidèle et qui les a permis de se relever, c'était les livres sterling. Et ils sont d'accord pour les coopérations sous-régionales au niveau de l'Europe, sauf qu'ils ne sont pas prêts à abandonner leur monnaie. Leur monnaie, oui. Voici la raison. C'est une question de souveraineté, mais voici la raison fondamentale qui a amené l'Angleterre à ne pas adhérer au processus de l'euro. Mais l'euro, ça a marché parce qu'il y avait les grands pays, pas parce que les pays étaient nombreux à mon avis, mais c'est la science, on va toujours l'y approfondir, puisque nous sommes dans le monde de la richesse, on continue toujours de découvrir. Naturellement. Mais, la création d'une nouvelle monnaie a des implications, comme a dit. Maintenant, en Afrique de l'Ouest, quels sont ces enjeux de la nouvelle monnaie, de l'éco, appelons ça par son nom? Bien, l'éco, c'est comme je l'ai dit, il faut regarder si nous voulons utiliser l'éco dans nos échanges. Nous voulons adopter l'éco dans nos échanges. Qu'est-ce que nous gagnons en allant avec l'éco? Les avantages de l'éco. Mais qu'est-ce que aussi nous perdons ou quels sont les coûts que nous allons supporter en abandonnant le franc CFA ou en abandonnant les autres monnaies. Voilà, les autres monnaies. Donc, chaque pays devrait évaluer. Et avant tout, c'est comme on aime le dire, il y a ce qu'on appelle le panier commun, que nous tous nous voulons que ça marche pour tout le monde. Mais les coûts d'abord sont au niveau des pays. Les pays doivent supporter des coûts pour aller vers la marche vers l'éco. Et chaque pays, il va d'abord regarder qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne en allant essentiellement vers l'éco. D'abord, les avantages d'une monnaie commune, si on peut l'appeler comme ça, parce que nous sommes déjà dans une monnaie commune, mais ça serait encore une monnaie commune avec un espace plus élargi. Voilà, si le Nigeria et les autres pays de la CEDEAO, non membres de l'UEMOA, venaient adhérer au processus, ou bien que c'est nous qui allons vers eux pour adhérer à leur processus. L'essentiel est de trouver une monnaie. Qui rejoint l'autre, peu importe. Mais l'essentiel est de trouver une nouvelle monnaie. La première chose qu'il faut remarquer en termes d'avantages, c'est d'abord une certaine efficacité de l'économie. Ça veut dire qu'il y aurait beaucoup plus de la concurrence. Et c'est là, une concurrence, ça rend l'économie encore plus forte. Mais on peut avoir un attrait des investisseurs étrangers. Des gens qui pensent que chez nous... Parce que les barrières sont tombées, c'est ça? Ça, c'est entre nous. Oui. Mais quand je parle des investisseurs étrangers, je parle même des gens qui ne sont pas membres des pays de l'espace CEDEAO, qui voudront venir maintenant investir parce qu'ils estiment qu'ensemble, comme nous sommes ensemble, notre monnaie serait plus forte, il y aurait plus de confiance par rapport à notre monnaie. Et elle serait moins volatile aussi. Les investisseurs regardent ça. Et donc, du coup, il peut y avoir beaucoup plus des investissements. Mais entre nous aussi, ça peut permettre quand même une certaine circulation des matières premières, une fluidité du marché, si je peux dire ainsi. Fluidité du marché à travers les matières premières, mais à travers aussi le marché du travail. Et ça peut le donner un regain au marché du travail parce qu'actuellement, quand vous prenez tous les États, c'est en tout cas le problème de tous les États, c'est le chômage. Je ne dis pas que la monnaie va résoudre le problème du chômage. La monnaie ne résout pas le problème du chômage, mais ça peut aider un peu. Ça peut aider un peu à relancer l'emploi si notre monnaie est stable et qu'il y a des investisseurs qui viennent investir. S'ils viennent investir, c'est vrai, il y aura plus de machines, mais il faut des hommes pour faire tourner ces machines. Ça peut nous attirer aussi à l'adoption de nouvelles technologies qui peut nous permettre d'aller à une grande production. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a des coûts. Oui. Et les Qu'est-ce qu'on perd? Voilà, les coûts, c'est qu'on perd. Déjà, c'est pas forcément en termes de pertes. Mais qu'est-ce que nous devons faire en sorte pour que cette monnaie qui est basée sur la confiance demeure viable? Parce qu'une chose est de créer ou d'adopter une monnaie aujourd'hui, mais il faut que cette monnaie perdure dans le temps. Et si vous adoptez une monnaie aujourd'hui et que la confiance, tout le monde perd la confiance, y compris même les habitants de cette zone, alors il peut y avoir un autre phénomène qui est que les gens vont délaisser cette monnaie et échanger avec des monnaies d'autres pays qui n'ont même pas coût légal dans nos économies. Et donc, pour que ça puisse être viable, il faut travailler pour maintenir la confiance, pour faire en sorte que la monnaie conserve sa valeur dans le temps, pour faire en sorte, en termes techniques, la monnaie doit avoir une parité de pouvoir d'achat. Et non seulement à l'intérieur,
mais notre monnaie là, doit pouvoir acheter des biens à l'étranger. C'est en ce sens que les gens voudront échanger leur monnaie contre notre monnaie. Parce qu'actuellement, on ne peut pas vivre en vase clos. C'est vrai, nous sommes dans l'espace CEDEAO. Nous allons créer ou adopter une monnaie qui va favoriser nos échanges dans l'espace CEDEAO, qui va faciliter beaucoup de choses, qui va créer beaucoup plus d'emplois, qui a des avantages, en un mot. Mais nous ne pouvons pas vivre en autarcie avec les autres pays du monde. Et pour cela, il nous faut une monnaie qui soit forte, une monnaie qui est acceptée par les marchés financiers. Et donc, la monnaie ne sera acceptée par les marchés financiers que si cette monnaie est vraiment convoitée par tous. Professeur Diarra, quelles sont les implications de la création d'une nouvelle monnaie? Dans l'élément que nous avons suivi, le professeur Ili parlait de relations de confiance. Il faut qu'il y ait de la confiance entre les États pour que la monnaie, et vous-même vous l'avez évoqué, pour qu'elle soit viable, pour qu'elle soit acceptée un peu partout. Oui, d'abord concernant les avantages, les implications. Hein, je dis pas grand-chose comme changement, hein, parce que le Burkina Faso est déjà dans une union monétaire. Voilà, le Burkina Faso n'a pas sa propre monnaie. Le Burkina Faso n'a pas sa banque centrale. Donc avec l'ECO, cela ne va pas changer. Je disais tantôt que ce qui va changer, c'est au niveau, par exemple, du nombre de partenaires pour les échanges. Et il l'a relevé. Oui. Mais les coûts, il faut lier ces coûts-là à la différence entre le système monétaire donc, du franc CFA et le système monétaire donc, de l'ECO qui est en train de se mettre en place. Parce que dans le système actuel oui. C'est qu'on appelle ça le régime d'échange fixe. Oui. C'est-à-dire cette fixité donc, du régime d'échange a des avantages, mais également donc, des inconvénients. Donc, si nous partons vers l'ECO, on renonce donc au régime d'échange fixe avec ses avantages, bien sûr, et on va vers le régime flottant qui a également ses avantages et ses inconvénients. Et l'un des inconvénients, j'insiste sur cela, c'est que le flottement donc d'une monnaie induit donc de ce qu'on appelle de l'instabilité, surtout pour des petites économies. Donc, pour une meilleure compréhension, la nouvelle monnaie ne sera pas, n'aura pas une parité fixe avec une monnaie précise. Non, non. Okay. Donc, la nouvelle monnaie ECO, c'est vrai qu'il va falloir fixer quelque part, oui. Mais dès lors que le cours pivot est déterminé, donc ça flotte. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que si vous achetez un bien, par exemple, une bouteille de Coca-Cola d'un pays comme les États-Unis, et cette bouteille vous coûte par exemple $1. Si vous convertissez ça en francs CFA, imaginez $1 égale à 500 francs CFA, ça peut faire la bouteille à 500 francs CFA. Mais si votre monnaie fluctue, et à un moment donné, au lieu que $1 soit à 500, le dollar passe à 1000 francs. C'est-à-dire la même bouteille de coca devient 1000 francs. Et donc, c'est cette instabilité-là, ça on dit la peur de la fluctuation. Les gens ont peur de la fluctuation à cause de l'instabilité que le régime d'échange flottant crée. Mais l'avantage, c'est que ça permet donc de vous mesurer, de savoir si vous êtes fort ou vous êtes faible. Parce que si votre monnaie fluctue, dès lors que sa valeur baisse, vos produits sont moins chers à l'extérieur et c'est ça qui fait que vous arrivez à vendre beaucoup. Mais là, c'est quand vous arrivez à vendre un produit autre que les produits de base. Donc, c'est pourquoi dans la littérature, ça je parle comme chercheur, il le sait, il est admis ceci, c'est comme une loi. L'adoption d'un régime d'échange dépend du niveau de développement donc, du pays. Pour les pays qui sont au stade donc, de la première phase de développement, on leur recommande sagement de choisir donc, des régimes d'échange fixes ou semi-flexibles. Maintenant, quand vous êtes vers les stades de développement importants, comme les pays de l'OCDE. Maintenant, vous avez eu le temps de mettre en place un tissu économique solide qui vous permet de faire des échanges. Mais ce qui nécessite une économie, une industrialisation de l'économie. Naturellement, il a dit tout à l'heure, la monnaie ne fait pas tout. C'est ça. La monnaie, pour ne pas employer le terme, la monnaie n'est qu'un voile. C'est ça. C'est l'économie réelle qui sous-tend la monnaie et non l'inverse. Donc,
Il y a beaucoup de scientifiques estiment qu'il faut fixer les questions donc, de monnaie avec l'étranger, là, régime de change fixe, et puis on se met sur le réel. Il faut travailler le réel. Le réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que le capital humain, les individus soient productifs. Que ce soit le franc CFA ou l'éco. Si vous avez 84% de vos apprenants qui sont dans les sciences sociales, ça ne changera rien. Ça, ce n'est pas une question de monnaie. Donc, il faut faire en sorte que les gens puissent aller vers les éléments de fond. Les débats de fond, là, c'est le réel. Tant qu'on ne va pas travailler sur le réel, là, si vous voulez créer une monnaie à l'échelle continentale, ça ne va rien changer. Le réel est important. Le réel, c'est de dire que c'est l'industrie. C'est un secteur agricole dynamique. Le high-tech qui en marche. C'est ça qui fait l'économie et qui détermine la valeur de votre monnaie et non l'inverse. Voilà. Sinon, on va connaître, comme on dit, des inflations, la monnaie comme le Zimbabwe, la Yougoslavie, ex-Zaïre, qui ont connu des monnaies. Et vous comprenez pourquoi nous qui avons eu, je ne sais pas, cette malchance ou bien c'est la chance d'expérimenter un environnement stable. Vous savez, les citoyens donc, de l'UEMOA, souvent, ils ne se posent même pas la question de savoir est-ce qu'il y a l'inflation. Ils sont tellement habitués. Ils sont habités, ils savent que tous les jours, je vais me lever, c'est pour aller acheter une miche de pain à 150 francs. Et c'est comme si c'était fixé. Mais si nous passons à un régime de change flottant, ce n'est pas évident. Vous pouvez vous lever parce que le prix du farine, le taux de change s'est modifié. Donc, le prix de la farine donc de blé a augmenté. Les entreprises peuvent répercuter sur les prix du pain. Et voilà les conséquences. Donc, c'est ça qui fait quand le président Alassane Ouattara dit que le franc CFA, ça arrange les pauvres. C'est de ça qu'il parle. Il dit que, comme il n'y a pas de pression inflationniste, tout est stable, le pauvre sait que la miche de pain, c'est 150 francs tous les jours. Et donc, au moins ça, il peut faire un budget et puis il consomme. Mais s'il doit se lever 150 francs aujourd'hui, demain c'est 1000 francs, après demain c'est 1500. Moi, je suis pas riche, mais je suis en tout cas dans la catégorie de ceux qui peuvent supporter ça. Mais imaginez quelqu'un qui se lève chaque matin pour chercher quelque chose à survivre et que les prix doivent être volatiles. Ça peut être suicidaire. Donc, c'est pourquoi. Allez-y, finissez. C'est pourquoi les gens ont peur du flottement. C'est ça. Maintenant, le fait d'aller donc, et cela je le rejoins, le fait d'aller donc avec une grande économie, même si le Nigeria est un géant à pied d'agile, il ne faut pas l'oublier. Mais le fait d'aller avec une grande économie, ça peut permettre donc de stabiliser donc le taux de change. C'est-à-dire ça fluctue, mais ça ne va pas aller de façon volatile, comme une monnaie du Zimbabwe ou comme une monnaie donc des autres pays, où à un moment donné, on est obligé de laisser tomber la monnaie nationale pour aller vers la monnaie donc de dollars, et ça on parle de dollarisation. Donc si le Nigeria y va, le Ghana et autres, et qu'on adopte le régime de change flottant, ça peut marcher. Mais si le Nigeria n'est pas dedans, et nous sommes les petits pays, bon, à adopter un régime de change très flottant, il faut s'attendre donc à de l'instabilité macroéconomique. Professeur Sawadogo, donc on a suivi l'élément avec le professeur Ili qui dit que la nouvelle monnaie est hypothétique. Même en 2027, il ne pense pas qu'il y ait une nouvelle monnaie. Est-ce que c'est la peur qui anime, comme même le professeur Diarra qui dit que pour la génération qui est habituée à une certaine stabilité, la fluctuation de la monnaie fait un peu peur. Est-ce que c'est la peur qui parle ou bien elle est vraiment hypothétique cette nouvelle monnaie? Bien, je voulais déjà relever que ce n'est pas seulement la monnaie. Les agents économiques, vous et moi, nous avons souvent peur dans des zones d'incertitude. Quand on a peur de l'inconnu, pour faire plus simple. Et donc, du coup, comme c'est l'inconnu, les gens sont encore résistants face à des changements, etc., etc. Mais il y a d'autres théories aussi qui disent que les plus grands gains résident aussi dans les zones d'incertitude. Quand vous n'y allez pas, ce serait difficile de découvrir finalement qu'est-ce qui s'y trouve. Et donc, par conséquent, c'est un couteau à double tranchant. Mais pour la question de l'éco, bon, il l'a bien dit. Personne ne peut dire actuellement avec certitude qu'en 2027, vraiment, l'éco serait adopté ou pas.
C'est une nouvelle échéance comme les autres échéances qui ont été données, qui ont été repoussées, avec des scénarios que le professeur Diarra a rappelé. Ici, il était question que les pays de la ZMAO, ceux qui sont hors de l'espace UEMOA, se mettent d'abord ensemble et on allait fusionner deux. Mais on a abandonné cette... Bon, ça n'a pas marché. Donc il faut constater avec amertume que c'était un bon projet, mais ça n'a pas marché. Et nous sommes actuellement, on est revenu à une autre formule où l'espace UEMOA, nous faisons d'abord et on va coopter les autres. Bon, ça aussi, ça n'a pas encore marché. Donc la formule de 2027, où on ne sait pas si c'est le Nigeria qui va nous coopter ou c'est nous qui allons coopter le Nigeria et les autres pays de la ZMAO. Bon, on va attendre de voir. Nous prions pour que ça arrive, mais quand ça devient la prière, ça peut arriver comme ça. Voilà. Bon, je pense que peut-être que là où je peux rebondir donc, encore hypothétique, tout ce que vous dites là, c'est vraiment dans... En fait, il y a des questions techniques qui ne sont pas aussi réglées. Là où je rejoins le professeur Diarra. Et sur les questions techniques, je pense qu'il y a la question du taux de change, dont il a développé... les applications. Voilà. Sur la question du taux de change, je pense que là où ça n'a pas été réglé, je pense... puisqu'il y a souvent certaines choses, si ce n'est pas les chefs d'État qui sortent pour vous dire que c'est comme ça, c'est un peu difficile et il faut éviter en tant que scientifique de spéculer. Parce que c'est la définition du taux de change. Ce qui coince actuellement, c'est beaucoup plus la définition du taux de change. Bon, les techniciens, beaucoup de techniciens veulent un panier de monnaie sur lequel va se reposer l'éco. Et je pense que, entre guillemets, la France souhaiterait que l'éco se repose sur l'euro. Et là, c'est des questions qui sont non tranchées. Et si c'est l'UEMOA, tout de suite et maintenant, nous adoptons l'éco sans les autres. Moi, je crains que cette éco ne se repose essentiellement encore sur l'euro. Que ça soit la jumelle. Et là, ça serait seulement une mutation de nom. De nom et non. Mais véritablement, en termes de politique économique et tout ce qui s'ensuit, beaucoup de choses ne vont pas changer. Alors que je vois mal le Nigeria principalement accepter, par exemple, que sa monnaie actuellement, qui fluctue déjà sur les marchés financiers, soit essentiellement ou exclusivement se repose sur l'euro. Et donc ça, ce sont des questions non résolues, mais je crois savoir, bon, j'ai pas la certitude, mais c'est dans mes croyances que je pense comme ça que beaucoup plus la France a des accords actuellement avec les pays de l'UEMOA et donc dans le prolongement de ces accords ou une reprise de ces accords, on peut penser à un éco qui se repose encore sur le dollar, même si c'est pas négocié. Ça, c'est négociable. Mais avec le Nigeria, ça va être beaucoup plus compliqué parce que si on doit commercer ensemble, on doit se mettre avec le Nigeria. Le Nigeria voudrait que ça soit vraiment sur un panier de monnaie où il y aura probablement de l'euro. Mais il y aura le dollar américain. Nous commerçons beaucoup plus avec la Chine. Il y aura le yuan de la Chine. Mais aussi, on peut définir d'autres monnaies supplémentaires ajoutées pour avoir un panier de 5 monnaies. Voilà. Et ce panier de 5 monnaies, maintenant, nous allons définir le taux de change pivot dont le professeur Diarra en a fait cas. Le taux de change pivot serait défini par rapport à ce panier de 5 monnaies. Au regard de tout ce qui a été dit sur ce plateau, est-ce que vous pensez que l'Afrique de l'Ouest est prête pour la nouvelle monnaie qui est l'éco? C'est tout simplement, si vous me posez la question, un garçon, un adolescent qui habite avec ses parents, quand est-ce qu'il est prêt à déménager? Moi, je caricature ça comme ça. Je pense que si nous voulons avoir notre monnaie, il faut que nous ayons un minimum de courage politique pour pouvoir y aller. Il y a les critères de convergence économique dont nous en avons fait cas. Il y a les critères traditionnels, mais les critères modernes, ceux du premier rang, ceux du second rang, tous les économistes connaissent ça. Mais je l'ai dit à l'entame de l'émission en disant que c'est beaucoup plus politique. Et je pense que je voulais renforcer cette position en disant si nous nous mettons avec le Nigeria, avec le Ghana et avec les autres pays de la ZMAO, il y a une forte chance que notre monnaie là soit relativement stable. Parce que ce que les gens craignent, c'est la volatilité de la monnaie avec les taux de change.
Et là, c'est vraiment un problème sérieux. Il y a encore une éducation financière que nous devons supporter. Et le professeur Diarra l'a dit en caricaturant avec le prix du pain. Mais ça, c'est des coûts qu'il faut supporter. Et en économie, on les appelle les coûts de l'étiquetage. Par exemple, ce n'est pas seulement le prix du pain, comme il a pris l'exemple, mais même nos banques, là, il faut les paramétrer, il faut amener des techniciens, les GAB et autres, là, c'est du travail à faire. Mais l'ensemble de tout ça, on le met dans le coût de l'étiquetage. Et donc, il y a une éducation financière que nous devons encore supporter. Mais dire que nous sommes prêts, moi, je vous poserai la question tout simplement, pas vous renvoyer la question, mais est-ce que nous avons des techniciens aptes à piloter une nouvelle monnaie éco qui ne serait pas arrimée exclusivement avec l'euro actuellement. Parce qu'il ne faut pas oublier actuellement la BCEAO, c'est connu, hein, c'est une caisse d'émission. La BCEAO ne défend pas la valeur du franc CFA. La BCEAO émet la valeur du franc CFA. Mais le fait que notre franc CFA soit lié à l'euro, alors la France et l'Union européenne, en défendant la valeur de l'euro sur les marchés financiers, alors ils défendent automatiquement la valeur du franc CFA. Voilà. Mais dans nos accords, on regarde les importations et les exportations. Si à un certain moment on trouve que nous avons des problèmes, comment on appelle ça, la discipline macroéconomique, si on peut l'appeler comme ça, si cette discipline macroéconomique n'est pas respectée, toutes les fois où ils vont se rendre compte qu'il y a problème chez nous, alors ils vont demander une révision de la parité entre le franc CFA et à l'époque c'était le franc français et maintenant avec l'euro. Je pense que la dernière dévaluation a eu lieu en 1994 parce que les critères macroéconomiques n'étaient pas entre guillemets favorables pour continuer dans le taux de change qui était en vigueur à l'époque. Donc fondamentalement, moi je pense que en termes de techniciens, nous avons fait les mêmes écoles, pas moi, mais les Africains ont fait les mêmes écoles que ceux qui pilotent les monnaies, qui fluctuent sur les marchés financiers. Donc, il y a des Africains qui comprennent essentiellement ce mécanisme. La Banque centrale, la BCEAO, emploie déjà certains. La Banque centrale du Nigeria, du Ghana, beaucoup sont employés dans ces banques. Je pense que quand même, nous avons du personnel. Ce n'est pas comme à l'époque des années 1960 où, même pour faire des études en finance, il fallait se déporter dans les pays développés pour pouvoir le faire. Je ne dis pas que nous sommes top niveau, comme les Occidentaux, mais quand même, il y a quand même une pépinière qui est là et on peut compter sur cette pépinière pour pouvoir avancer. Professeur Diarra, est-ce que la zone ouest-africaine est prête? Prête, techniquement, non. Techniquement? Parce que je prends son exemple qui dit que c'est comme demander à un adolescent. Oui. À un adolescent, quand qui veut quitter le critère de quitter, c'est quand il a l'âge de la majorité. C'est parce qu'en Afrique, on ne s'en prend pas en compte. Mais dès lors que vous avez l'âge de la majorité, vous devez vous prendre en charge. Et si vous êtes prêt financièrement aussi? Naturellement. Mais si vous n'êtes pas prêt financièrement, si vos parents vous font des avances, en ce moment, c'est des avances à rembourser. Mais en Afrique, on n'est pas responsable. C'est en Afrique que vous avez des adolescents qui deviennent des adultes, qui prennent des femmes, qui mangent. Non. Dès lors qu'on a l'âge de la majorité, on doit s'autosuffire, on doit s'autonomiser. Et ici, pour parler techniquement, c'est de dire que dès lors qu'on aura rempli donc ces critères dont on parle là, qui permettent de faire en sorte que même s'il n'y a pas donc de dérapage politique, les choses peuvent marcher. Ça, c'est les critères techniques. Ça n'a rien à voir avec l'aspect donc politique, politicienne, et ainsi de suite. Je voulais rappeler un certain nombre de choses. Professeur, nous sommes au terme du temps qui nous est imparti. Donc si vous pouvez... oui, je voulais qu'on corrige... vous limitez à la... Oui, je voulais qu'on corrige quand même pour dire que la BCEAO n'a pas une caisse d'émission. On n'allait pas demander donc à gens de se serrer la ceinture en termes d'inflation faible. Critères de budgétaire, tout est bien fait. C'est pour défendre cette monnaie. Donc ne disons pas ça comme ça. Maintenant, quant au cas donc, de notre éco, je rappelle que les chefs d'État ont fait des choses plus que la monnaie. Le fait d'avoir une armée, ça existe dans l'espace CEDEAO. C'est des choses qui sont au-delà même de la monnaie. Donc les questions donc, des politiques sectorielles. Il y a une politique sectorielle de l'énergie, il y a une politique sectorielle de l'agriculture, il y a une politique de défense sous-régionale. Donc on ne peut pas s'asseoir dire que non, on ne n'est pas en train de progresser. Nous sommes en train de progresser. Maintenant les critères
qui doivent permettre à la monnaie d'être viable et faire en sorte que les avantages supplément les coûts-là, ce sont ces critères donc, de stabilité. On dit pour partager donc le même foyer, la même maison, il faut avoir les mêmes préférences. Sinon, ça ne serait pas facile. Les mêmes préférences, ça veut dire, vous aimez l'inflation au même titre que moi. Vous aimez donc les déficits au même titre que moi. Et en ce moment, vous pouvez gérer quelque chose de commun. Sinon, si vous voulez manger du benga et puis moi je veux du thon, lui il veut donc des spaghettis, on ne peut pas avoir une seule marmite, ce n'est pas possible. Et c'est ça l'enjeu de la monnaie commune CEDEAO. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est sur ces termes que nous allons clore nos échanges sur les enjeux de la création d'une nouvelle monnaie en Afrique de l'Ouest. On rappelle, je recevais sur le plateau de Savanéco les professeurs Mahamadou Diarra, qui est président du Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique, et Amidou Sawadogo, qui est enseignant-chercheur à l'IBAM. Merci encore une fois de nous avoir éclairé sur la question de la nouvelle monnaie et ses implications dans la zone ouest-africaine. Savanéco, c'est terminé. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.